Si tu penses à devenir un freelanceur, laisse-moi quelques minutes pour te parler des petits trucs à savoir avant de te lancer. Parce que oui, travailler d'où tu veux, gérer ton emploi du temps comme tu veux, travailler avec les clients que toi tu choisis, bah oui, ça fait rêver. Mais avant de tout plaquer et te lancer dans l'aventure, et accessoirement rejoindre les 2,9 millions d'auto-entrepreneurs actifs en France, enfin, ça c'était en 2024 parce que ça augmente tous les ans. Bref, c'est mieux d'être préparé, de savoir dans quoi tu t'engages et ce qui t'attend vraiment, sans tabou et sans filtre. Rien de dramatique, mais disons que si j'avais su certaines choses un peu plus tôt, j'aurais évité quelques erreurs, des sueurs froides, pas mal de stress et quelques moments où je me suis dit « Oh là là, si j'avais su ça avant ». Alors aujourd'hui, je te partage ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer dans la freelance, histoire que toi, au moins, tu démarres du bon pied. Partie 1, l'aspect le plus casse-pied, l'administratif. On commence par la partie la moins fun, mais aussi la plus compliquée. L'administratif. Tu sais, la paperasse pour te lancer, les statuts, les déclarations de TVA ou la franchise TVA, les taxes, etc., etc. Toujours un plaisir. Parce qu'en France, tu dois déclarer tes revenus dès le premier euro gagné. Donc non, tu peux pas te dire « Ouais, c'est juste 50 euros, hein, c'est pas grave ». Nope, c'est pas comme ça que ça marche d'un point de vue légal. Donc avant de te lancer, voici quelques points à regarder. Renseigne-toi sur le statut qui te correspond le mieux à toi et ton activité. Parce qu'il en existe plusieurs, sinon ça ne serait pas drôle. Tu as notamment la micro-entreprise, le URL, la SASU et plus encore. Donc fais des recherches en fonction de ce qui convient le mieux à ton activité et aussi l'estimation des revenus que tu espères ou penses obtenir. Selon le statut que tu vas choisir, tu vas avoir des obligations, des risques, des avantages et une façon de fonctionner qui vont être un petit peu différentes. Vérifie aussi si tu peux bénéficier d'une aide à la création d'entreprise avant de te lancer, comme par exemple l'ACRE. Je te le mets là parce que personnellement, je ne savais pas que ça existait quand j'ai commencé en freelance il y a 5 ans et je m'en mords un petit peu les doigts aujourd'hui quand même. Et enfin, prends le temps de comprendre comment les déclarations de TVA ou la franchise de TVA marchent, quels sont les plafonds, quoi inclure sur tes factures, comment marchent les cotisations et comment tu vas faire tes déclarations, quelles taxes tu as à payer et quand, et si ça t'aide, n'hésite pas à mettre des rappels dans ton calendrier. Et ensuite, si tu as des obligations qui sont plus financiers comptables, par exemple, est-ce que tu as besoin d'un comptable? Est-ce que tu peux faire ta propre comptabilité? Est-ce que tu as besoin de créer un compte bancaire professionnel ou non? Ou encore, est-ce que tu dois tenir un journal des recettes, etc. Donc ça, selon le statut, tout va être différent. Bref, tu fais les trucs un peu moins fun avant de passer aux trucs qui sont plus sympas à faire. Et ça, je te garantis que ça va t'éviter pas mal de galères plus tard. Partie 2. Teste avant de tout quitter. Si tu n'es pas sûr que la freelance est faite pour toi, que tu n'as pas de réseau, pas de clients, que tu es jeune et pas forcément beaucoup d'expérience parce que tu viens de commencer ta carrière professionnelle par exemple, alors je te conseille de tester la freelance en parallèle de ton job salarié d'abord. C'est un peu ce que j'appelle la phase expérimentale. Tu crées ta micro-entreprise à côté de ton statut de salarié et ensuite tu commences à essayer de trouver tes premiers clients, travailler avec eux, voir si tu arrives à gérer ton temps, voir si tu arrives à gérer ton organisation et surtout voir si ce type de carrière professionnelle et ce mode de travail te convient. Si tu as la chance de pouvoir tester ça avant de te lancer à 100%, t'as tout à y gagner et rien à perdre. Au pire, ça te fait un complément de revenu et en plus de ça, t'as encore la stabilité de ton job à côté, surtout le temps de te mettre en route. Et si tu décidais de te lancer à temps plein par la suite, tu aurais déjà pris de l'avance avec trouver ses premiers clients, tester un peu ses méthodes de travail, tester un petit peu son marketing, sa communication, donc tu auras pris de l'avance. Bref, c'est tout bénef. Et si au contraire tu vois que ça ne te convient pas, tu fais simplement les démarches pour arrêter ta micro-entreprise et c'est tout. Donc, pas de pression. Partie 3, prépare tes outils et ton image. Selon dans quoi tu souhaites te lancer, tu risques d'avoir besoin d'une vitrine, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent te trouver, qui te représente et qui t'aide à te vendre toi, ton expertise ou alors tes produits et services. Et pour cela, voici quelques options à explorer quand tu te lances. Mets à jour tes réseaux sociaux. Encore une fois, selon ton activité et ta cible idéale, tu pourrais bénéficier d'avoir un ou plusieurs comptes. Attention cependant à ne pas éparpiller tes efforts quand tu commences. C'est mieux de ne choisir qu'une ou deux plateformes et vraiment prendre le temps de les optimiser et de les animer. Par exemple, LinkedIn pourrait être plus adapté pour les consultants, les rédacteurs ou encore les chefs de projet, mais pas que. Alors qu'Instagram, ça pourrait être peut-être plus pour les stylistes, les organisateurs d'événements, les décorateurs ou encore les graphistes.
Et encore une fois, mais pas que. Créer un site web. Ici encore, selon dans quoi tu te lances, tu pourrais avoir intérêt à créer un site web. Selon ton audience et ce dont tu as besoin pour les convaincre de travailler avec toi, tu pourrais éventuellement regarder ajouter les choses suivantes sur ton site. Un blog, des études de cas, des témoignages clients, des produits, des éléments à télécharger, etc., etc. Créer un portfolio. À défaut d'avoir les compétences ou le budget pour créer un site web, tu peux très bien aussi te positionner sur le portfolio. Ton portfolio, il peut inclure des projets sur lesquels tu as travaillé, des informations sur tes compétences, une liste de tes services, quelques avis clients, des coordonnées ou comment te contacter, etc., etc. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Canva qui vont avoir plein de modèles à disposition. Tu peux personnaliser selon ce dont tu as besoin, surtout si le design n'est pas ton domaine d'expertise. Les portfolios, ils vont être souvent utilisés dans le domaine artistique, mais rien ne t'empêche d'utiliser ce concept-là et de le décliner et de l'adapter à ton activité. Créer des cartes de visite. Si ton domaine d'activité se fait beaucoup en face à face avec des clients, alors les cartes de visite, ça va être un must pour toi. Et bien sûr, assure-toi de toujours en avoir sur toi pour les distribuer quand ça s'applique. Et si tu veux en dire un petit peu plus que simplement de laisser tes coordonnées, n'hésite pas à opter aussi pour un flyer simple, recto verso, avec quelques informations sur qui tu es, ce que tu fais. Tu peux aussi y inclure des projets sur lesquels travailler, des chiffres intéressants, ton logo, tes coordonnées, le lien vers ton site internet ou bien tes réseaux sociaux si tu en as, et éventuellement un ou deux témoignages clients avec ou sans photo selon ton activité. D'ailleurs, en parlant d'avis clients, c'est justement le point suivant. Les avis clients, un sacré argument de vente. Savais-tu que selon les études qui ont été réalisées, il est dit que 80% à 90% des personnes vont regarder les avis clients avant de prendre une décision pour l'achat d'un service ou d'un produit. Comme tu peux l'imaginer, c'est assez critique d'en récolter quelques-uns, surtout quand tu débutes en freelance. Et si tu viens de débuter, pas de panique, il y a des solutions. N'hésite pas par exemple à te lancer dans des projets avec ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, des connaissances de personnes que tu connais. Si ton activité te le permet, sache que tout travail peut être utilisé comme une étude de cas ou un témoignage client. Et au pire des cas, si tu n'arrives pas à en obtenir par cet intermédiaire-là, sache que ça t'aide quand même à récolter de l'expérience, des feedbacks sur tes services, tes produits, ou même pour toi avoir des retours sur la façon dont tu travailles, voir comment l'améliorer, ta façon de communiquer tes services et tes produits, ou comment tu communiques avec ton audience. Et si ton activité est trop spécifique et ne te permet pas de faire des projets avec ton entourage, n'hésite pas à commencer directement avec tes clients et simplement applique des tarifs qui seront un petit peu moins élevés, le temps de récolter des avis clients, des études de cas, et une fois que tu es lancé, tu augmentes progressivement tes tarifs. Les témoignages et les avis clients, c'est considéré comme des preuves sociales, mais il y en a plein d'autres que tu peux utiliser aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des études de cas, mais aussi des avis d'experts ou même de célébrités avec qui tu aurais pu travailler, on ne sait jamais. Des recommandations de proches ou du bouche à oreille entre tes clients. Des logos reconnus d'entreprises avec qui tu aurais pu travailler. Des mentions ou des tags sur les réseaux sociaux. Des chiffres ou des statistiques qui soient assez parlants. Des récompenses ou des prix que tu aurais reçus pour ton travail, tes services ou tes produits, et j'en passe. Bref, la morale de l'histoire, c'est plus tu les récoltes tôt dans ton aventure de freelanceur, plus tu gagneras en crédibilité, et plus tu gagnes en crédibilité, et plus tu obtiens des clients facilement. Et plus tu obtiens des clients facilement, plus tu arrives à avoir des études de cas et des témoignages facilement. Cercle vertueux. Partie 5, le réseau, ton arme secrète. Il y a de grandes chances que ce qui t'amène tes clients au début, ce soit ton réseau et tes connaissances. Le bouche à oreille, ça peut faire une sacrée différence quand tu commences. Donc ne néglige pas le pouvoir d'un bon réseau. Donc n'hésite pas à parler un petit peu autour de toi de ce que tu fais quand c'est applicable, que ce soit avec de la famille, des amis, des connaissances, des personnes que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux ou encore par l'intermédiaire de groupes, etc., etc. Bref, créer tes propres opportunités. Je t'explique d'ailleurs dans cette vidéo-là comment tu peux utiliser 3 types de chances bien spécifiques pour créer tes propres opportunités. Parce que oui, la chance, c'est pas aussi aléatoire que ce qu'on pense. Quand tu commences, ou même une fois que tu es bien instauré, tu peux aussi tester les plateformes de freelanceurs pour trouver tes premiers clients, ou bien même si tu es bien instauré et que tu veux augmenter un petit peu tes ventes, n'hésite pas à passer par cet intermédiaire-là. Parmi les nombreux choix, tu vas avoir des plateformes qui sont plus génériques, comme Malte, Upwork
ou bien encore Fiverr, ou des plateformes qui sont un petit peu plus spécifiques comme par exemple rédacteur.com et j'en passe. Personnellement, lorsque je me suis lancée en freelance, j'avais commencé sur Fiverr en 2020 et j'ai pu trouver mes premiers clients quelques jours seulement après avoir mis en ligne mes gigs. C'est comme ça qu'on appelle les services sur Fiverr. Donc bien qu'il y ait souvent des frais sur ce style de plateforme, notamment Fiverr, je recommande de le tenter quand on commence parce que ça permet de trouver ses clients assez facilement ou d'obtenir un petit peu d'expérience. Bref, ça aide pas mal quand on commence. Dernier point quand on parle de réseau, essaye de te connecter au maximum avec d'autres freelanceurs. Rejoins des réseaux, rends-toi dans des espaces de coworking, pose des questions, demande des retours, connecte-toi sur les réseaux sociaux avec certaines personnes qui font du freelance dans le même domaine ou la même industrie que toi. Et surtout, apprends des erreurs de chacun. Tu n'as pas besoin de tout faire tout seul. Et les freelanceurs sont plutôt bons à s'entraider. Partie 6, définis à l'avance comment tu veux être payé. Il existe plusieurs façons de facturer quand on est freelanceur. Selon ton domaine d'activité, tu peux choisir parmi plusieurs options, mais pas que, et parfois tu peux même les cumuler. Première option, c'est de facturer à l'heure. Ici, tu as simplement un taux horaire ou un tarif horaire et tu vas charger ton client selon le nombre d'heures que tu vas travailler. Donc c'est idéal quand tu sais pas exactement combien d'heures tu vas faire pour ton client. Ensuite, tu vas avoir le taux journalier. Même principe ici, mais tu vas raisonner en taux à la journée plutôt qu'en taux par heure. Option numéro 3, ça va être au forfait. Ici, tu vas te mettre d'accord avec ton client pour un montant fixe et une liste de ce que le client aura pour ce montant-là, que ce soit des produits, des services, etc. Option numéro 4, c'est à la performance. C'est-à-dire que si le client obtient tel résultat, toi tu es payé plus. Ce cas-là, il est un petit peu plus risqué parce que tu dois vraiment être sûr que ce que tu vas livrer va permettre à ton client d'obtenir des résultats incroyables. Donc tu dois être sûr de ce que tu as vendu. Tu peux aussi très bien mettre en place des paliers et dire si j'atteins X, je suis payé X, si j'atteins Y, je suis payé Y, si j'atteins Z, je suis payé Z. Bref, risqué mais possible. Tu peux aussi appliquer ce système de tarif à la performance sous forme d'un bonus et négocier un bonus en disant j'ai un montant fixe pour mes heures de travail ou pour mes jours de travail ou au forfait de ce que je vais vous livrer. Et ensuite, si j'atteins tel ou tel résultat, j'obtiens tel bonus. Donc ici, ça te garantit au moins d'avoir un petit montant qui est sécurisé et un montant qui, si tu es un petit peu plus joueur ou si tu as très confiance en toi et tes services, d'avoir ce petit bonus et booster un peu tes revenus selon tes performances. Tu peux aussi décider de mettre en place un abonnement récurrent. C'est-à-dire que tu vas charger à ton client tel prix pour tel nombre d'heures ou de jours par semaine, par mois, par trimestre, etc. Et bien sûr, si tu es plus dans la vente de produits physiques ou digitaux, alors tu peux décider d'avoir un prix fixe pour tout le monde ou alors des prix personnalisés selon tes clients. Et ensuite, tu as aussi l'option d'ajouter des remises sur quantité. Donc si par exemple ton client achète 10 produits, il a 10% de remise ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est de trouver ce qui te correspond le mieux et ce qui colle mieux à ton activité. En revanche, je pars du principe que tout travail mérite rémunération. Donc personnellement, je suis pas très fan des missions gratuites pour tester les services, etc. Mais sache que c'est possible aussi. Partie 7, l'état d'esprit du freelanceur. Être freelance, c'est génial quand on aime ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains traits de caractère qui vont faire qu'une personne est plus à même de se tourner vers la freelance que d'autres. Bien que je n'aime pas faire de généralité, d'après mon expérience, c'est plus facile de se lancer et de réussir en freelance lorsqu'on est patient. Parce que oui, ça peut prendre du temps de se lancer, de se mettre en place, de trouver ses premiers clients, etc. Optimiste, c'est super important de garder la niaque, de ne pas se laisser abattre et de voir les choses assez positivement. Autodiscipliné, parce que oui, si tu ne travailles pas, eh bien tu n'es pas payé. Organisé. Entre la gestion de l'aspect administratif, la facturation, la gestion de tes projets ou tes produits ou la création de produits, les clients, les commandes, les devis à réaliser, les demandes de renseignements qui rentrent, voir tout l'aspect compta si tu es en micro-entreprise et que tu dois gérer ton journal des dépenses et des recettes, etc. Bref, il y a pas mal de choses à gérer. 5. Savoir se vendre et ne pas avoir peur de se vendre. Et notre dernier point, numéro 6, c'est le fait de ne jamais arrêter d'apprendre. Continue à te former et d'apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment essentiel, notamment si tu veux un jour pouvoir obtenir des clients plus facilement, offrir de nouveaux services, augmenter tes tarifs ou acquérir de nouvelles compétences pour travailler plus facilement, plus rapidement ou plus efficacement. Partie 8, les réalités un peu moins glam de la freelance. On sait tous ce qui attire en freelance. C'est le fait d'être son propre patron, le fait qu'on puisse travailler quand on veut,
où on veut, aussi longtemps qu'on veut, choisir les clients avec qui on veut vraiment travailler. Tout ça, on connaît déjà. Mais parlons aussi des trucs qu'on entend un petit peu moins souvent et qui sont un peu moins fun, qui font un peu moins rêver. Déjà, le premier point, c'est que tu n'as pas de congé payé. Et oui, si tu pars en vacances et que tu veux faire une vraie coupure, et ben ça sera du temps sur lequel tu ne seras pas payé. Parce que quand on est freelance, très souvent, on échange encore son temps contre de l'argent, bien que ça ne soit pas une généralité encore. Donc pas de travail, pas de paye. Pas de 13e mois, de RTT ou de prime. Tous ces petits à côté financiers ou plutôt sympas qu'on touchait très souvent en tant que salarié, eh bien ils ne sont plus disponibles quand on devient freelance. Tu peux éventuellement négocier des petits bonus comme on a vu tout à l'heure, mais même ça c'est pas garanti. Pas de revenu fixe. Tout dépendra de combien de clients tu as, quelle méthode de rémunération tu auras choisi, et bien entendu tu vas devoir gérer tous les retards de paiement et les impayés. Il peut aussi y avoir une certaine influence sur ta vie privée. Il est possible que ton statut fasse un petit peu peur à certaines personnes ou à certains organismes. Je pense notamment au fait de trouver un logement ou de faire un prêt auprès de la banque, etc. Je l'ai personnellement vécu moi-même quand j'ai voulu chercher un appartement un peu moins d'un an après m'être lancée en freelance. Beaucoup d'agences ou de propriétaires ne considéraient même pas mon dossier à cause de mon statut de freelanceur. Ou alors fallait offrir encore plus de garanties, ou alors avoir une certaine ancienneté sur son activité, ce que je n'avais pas à l'époque bien entendu puisque je venais de démarrer. Quelques années plus tard, on a voulu acheter une maison, donc on a dû faire un prêt. Rebelote, les banques chez qui je me suis renseignée m'ont toutes dit qu'elles ne prendraient en compte que 50% de mes revenus parce que le statut de micro-entrepreneur faisait un petit peu peur, donc par mesure de sécurité, ils prenaient mes revenus globaux divisés par 2 et disaient ok, c'est ça que vous gagnez. Alors oui, c'est pas toujours le cas, mais sache que ça peut arriver. Par ailleurs, il y a aussi tout ce qui touche à la protection sociale. Donc là, ça peut être soit un petit peu limité, soit sous conditions, comme par exemple la retraite, les congés maternité, le chômage, les arrêts maladie, etc. Donc pense bien à te renseigner et surtout à te protéger avec des mutuelles, des assurances, des prévoyances, etc. Partie 9, attention à la solitude et à la sédentarité. Quand tu bosses de chez toi, sans collègues et sans bouger, la solitude et la sédentarité peuvent très vite s'installer. Bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les freelanceurs parce que ça va aussi dépendre de ton activité, combien de personnes tu rencontres, si tu es sur le terrain pour rencontrer des clients, etc. Mais pour ceux qui bossent dans ces conditions-là, ça peut très vite devenir pesant. Alors prends soin de toi et anticipe des solutions avant que ça ne devienne trop lourd pour ton moral. Voici quelques options que tu peux explorer pour combattre la sédentarité et ou la solitude. Rends-toi dans des espaces de coworking ou bien travaille chez un ami qui est freelance. Et si tu ne peux pas te permettre de payer pour un coworking, tu peux aussi très bien simplement te poser dans un café. Fais du sport régulièrement. Que ce soit dans des clubs ou bien simplement aller à la salle, essaie de bouger au moins 30 minutes par jour. Parce que ton corps, il en a vraiment besoin. Sors marcher pour te changer les idées et accessoirement devenir 60% plus productif, plus créatif, plus concentré. Et si tu me crois pas, il y a plein d'études qui le prouvent. Personnellement, j'ai opté pour un bureau assis debout avec un tapis de marche juste en dessous. Comme ça me permet de faire mes pas même quand je suis scotché à mon bureau. Point suivant, c'est comme on l'a mentionné tout à l'heure, connecte-toi avec d'autres freelanceurs. Dernier point, n'hésite pas à te faire accompagner par un spécialiste de la santé. Tu peux d'ailleurs trouver de plus en plus de plateformes en ligne qui permettent de faire des séances ou d'avoir un accompagnement à distance, comme par exemple BetterHelp ou Spill. Ça peut faire une sacrée différence, notamment parce que ta santé mentale, c'est aussi ton outil de travail. Donc, point important, encore une fois, n'oublie pas de prendre soin de toi. Être freelance, c'est sans aucun doute une sacrée aventure pleine de rebondissements. C'est intense, parfois instable, mais aussi super gratifiant. Personnellement, j'ai pas du tout regretté d'avoir quitté le salariat il y a 5 ans pour me lancer en freelance. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi en tant que professionnelle et en tant que personne, j'ai acquis plein de compétences, de l'expérience, bref, vraiment aucun regret dans mon cas. Et si tu décides de te lancer aussi, ben je te souhaite plein de réussite et de satisfaction. Et si tu veux apprendre à mieux vendre tes produits et tes services, je te donne rendez-vous sur cette vidéo-là. C'est une vidéo qui parle des 6 principes de persuasion de Robert Cialdini. C'est super important de comprendre comment la psychologie derrière la persuasion, elle fonctionne, parce que comme ça, tu peux l'appliquer pour booster tes ventes ou bien signer de nouveaux clients. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo, elle t'a aidé. Et si tu décides de passer à la freelance, laisse un petit mot pour nous dire dans quoi tu te lances. Merci de ton passage et à très vite.